Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaires proposé par le groupe Communication professionnelle en santé de la CIFEM. Alors, comme vous le savez peut-être, notre groupe s'intéresse entre autres à des stratégies de formation les mieux adaptées pour préparer nos futurs professionnels de la santé à une communication de qualité. Et l'outil que nous avons décidé de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'improvisation médicale. Et donc, ce webinaire va vous permettre de découvrir l'intérêt de l'improvisation médicale, à la fois pour enseigner la communication et l'empathie en santé. Ça va permettre aussi de spécifier un petit peu les différences par rapport à l'improvisation appliquée ou théâtrale et même voir d'éventuels liens avec la simulation médicale que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà. Pour remplir cette belle mission, vous allez avoir l'honneur d'écouter l'oratrice Julie De Wever, qui est docteur en psychologie. Et justement, sa thèse de doctorat réalisée à l'Université de Picard, donc à Amiens en France, a porté sur les apports de l'improvisation médicale pour former les professionnels de la santé à la prise de décision sous pression temporelle et à la communication empathique. Et donc actuellement, Julie De Wever exerce une activité clinique au sein d'un centre de soins médicaux et de réadaptation et travaille auprès de patients cérébrolésés. Elle exerce également au sein du Centre de pédagogie active CIMI Santé, donc au CHU d'Amiens, et est chercheuse associée. Voilà pour les aspects plus organisationnels. Sa présentation durera plus ou moins 30 minutes et puis sera suivie d'un échange d'environ 25 minutes de discussion. Alors, la présentation sera enregistrée, mais pas la partie échange. Et si vous souhaitez intervenir en tant que public, vous pourrez, comme vous le voyez dans la barre en bas de votre écran, soit utiliser le chat il est Q et R, la question et réponse, ou alors lever la main, c'est également en bas de votre écran, alors là plutôt après la présentation, lors des échanges, ce qui vous permettra de prendre la parole. Voilà, je vous souhaite une belle découverte et Julie, je te cède la parole, je te souhaite une belle présentation. Merci. Alors, merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Merci à la CIFEM déjà pour l'organisation de ces webinaires et ainsi qu'au groupe communication de la CIFEM pour ce temps de présentation et d'échange et l'occasion aussi de parler des recherches qui ont été menées effectivement dans le cadre de la thèse que j'ai pu mener avec Mathieu-Maxime Gignon. Donc Maxime Gignon et Mathieu Ancelin à l'université effectivement de Picardie-Jules Verne. Donc effectivement, je vais vous parler d'improvisation comme outil pédagogique innovant, notamment pour enseigner l'empathie et la communication en santé. Alors tout d'abord, pour initier cette présentation, je vais vous parler de l'objet qui a initié ce travail. Tout d'abord, donc, le fait que nous sommes partis du constat, notamment constaté aussi dans la littérature, que la plupart des pratiques professionnelles en santé impliquent de maîtriser des procédures, des gestes techniques bien spécifiques, notamment chez les professionnels de santé, notamment en médecine, par exemple, effectuer une ponction lombaire, une prise de sang, et tout comme d'indispensables habiletés dites non techniques dans la littérature, c'est-à-dire communiquer des informations claires, en exprimant des émotions de manière adéquate, aussi en prenant des décisions efficaces, rapides, notamment face à l'imprévisible aussi. Et ces capacités techniques, non techniques, sont intrinsèquement liées. Et dans le cadre du travail de thèse que j'ai pu réaliser, nous nous sommes intéressés surtout à ces capacités dites non techniques. Et notamment plus particulièrement à l'impact de l'improvisation médicale, donc une pratique qui a des liens forts avec la simulation dont je vais pouvoir vous parler plus après dans cette présentation. Et dans ce cadre-là, ces capacités dites non techniques, l'empathie et la communication sont effectivement des piliers essentiels à la pratique clinique, autant pour faire face à des situations complexes, comme annoncer une mauvaise nouvelle par exemple, et aussi plus largement à toutes les activités cliniques quotidiennes. Elles sont présentes au quotidien, dans le quotidien de chaque professionnel. Et la communication, comme l'empathie, sont des construits qui sont multidimensionnels. C'est-à-dire que la communication va déjà intégrer une dimension qu'on appelle la dimension verbale, c'est-à-dire les mots que l'on utilise. Le choix des mots est particulièrement important, notamment dans le cadre des pratiques de profession en santé. Et aussi, il y a d'autres dimensions que cet aspect verbal qui est souvent mis en évidence et travaillé et sollicité dans la littérature. Il y a aussi la dimension dite paraverbale. Il a fait référence plutôt à ce qui entoure les mots, c'est-à-dire l'intonation que je vais mettre autour du mot, le débit, le volume, l'articulation, ainsi que l'aspect non-verbal. C'est là la référence au fait des gestes que l'on utilise, la posture,
qui complètent les éléments verbaux et non verbaux qui sont utilisés dans le cadre de cette communication dite multidimensionnelle. Et tout comme la communication, l'empathie aussi comprend plusieurs dimensions. C'est-à-dire que dans l'empathie, notamment selon l'évolution des modèles théoriques dans la littérature, ce modèle a notamment été divisé tout d'abord en 2 dimensions, avec une dimension affective et cognitive, où la dimension cognitive fait plutôt référence au fait de comprendre les pensées, les croyances d'autrui, et la dimension affective, elle, ferait plutôt référence au fait d'avoir une réponse émotionnelle face à l'émotion de l'autre. Et ce modèle à 2 dimensions a évolué selon les conceptions théoriques et ensuite passé à une conception plutôt en 3 dimensions, décomposant l'empathie avec tout d'abord une dimension cognitive, qui est le fait de comprendre l'état affectif d'une autre personne, aussi la contagion émotionnelle, le fait de partager de manière assez automatique l'émotion d'une autre personne, et puis la déconnexion émotionnelle, qui là fait référence à une composante de protection personnelle envers la détresse d'autrui et son impact émotionnel également. Et cela a encore évolué, cette fois vers un modèle à 4 dimensions qui a été proposé plutôt dans les disciplines de santé. Et dans ce modèle à 4 dimensions, la dimension morale serait à la base des 3 autres dimensions proposées. Et la dimension comportementale, elle, correspondrait à l'empathie qui est perçue par autrui, notamment via les comportements de communication, qui conduisent donc à une notion de complémentarité entre la communication et l'empathie, à savoir la communication empathique, qui rassemble donc ces deux concepts en un même modèle qui pourrait être proposé de cette façon, à savoir que la communication empathique transparaît au travers des différentes modalités de la communication. Et en santé, elle transparaît par exemple sur le plan verbal par le fait de nommer les préoccupations, les sentiments éprouvés par exemple par le patient après les avoir identifiés. Toujours sur l'aspect verbal, ça passe également par le fait de reconnaître, de valider les émotions ressenties par les patients en exprimant du soutien. Utiliser aussi des micro-encouragements pour inciter le patient à s'épancher sur leurs craintes, sur leurs valeurs ou encore sur leurs sentiments. Par exemple, le fait de dire « dites-moi plus, oui, je vous en prie, continuez ». Donc, pour inciter le patient à en dire plus sur sa situation, tant sur le plan émotionnel que sur le plan de ses pensées. Et ensuite, toujours sur cette dimension de communication qui est multidimensionnelle, en santé, elle transparaît aussi au travers de l'aspect paraverbal, c'est-à-dire avoir un ton plutôt calme, plutôt chaleureux, enthousiaste, ou encore amical. C'est ce qui est mis en évidence également dans la littérature, que ces éléments paraverbaux sont aussi en faveur du fait que le patient puisse percevoir cette communication de manière empathique. Et sur le plan non verbal, il y a également des éléments comportementaux qui sont en faveur du fait de percevoir cette communication comme empathique. Alors tout d'abord, à l'échelle du visage, les hochements de tête, le contact oculaire, au fait, également, qui communique de l'écoute attentive également, l'expressivité du visage, notamment le mimétisme facial, qui est souvent évoqué comme un élément de la communication non verbale sur l'aspect du visage qui communique de l'empathie, et puis la concordance des émotions avec celle du patient, les sourires, les rires partagés également. À l'échelle du corps de manière plus globale, il y a également les gestes de contact, le fait qu'un professionnel de santé puisse poser sa main sur l'épaule d'un patient lorsque celui-ci se met à pleurer, par exemple, ou encore la posture, avoir une posture plutôt penchée vers l'avant, concernée, une posture également en mimétisme du patient, de celle qui est adoptée par le patient, et puis une posture plutôt assise que debout, par exemple lorsque des thématiques graves sont abordées. Toujours sur l'aspect non verbal au niveau du corps, il y a également la distance interpersonnelle qui est prise en compte dans le fait de communiquer de l'empathie, à savoir notamment avoir une distance, par exemple, de moins d'1 mètre. Ça concourrait également à ce que le patient ressente cette empathie. Donc ça, c'est les différents éléments sur le plan comportemental, tant sur le plan verbal, non verbal que paraverbal, qui concourent au fait que l'empathie puisse être ressentie par un patient. Parce qu'en effet, le fait de ressentir de l'empathie en tant que professionnel de santé et que cette empathie soit exprimée par le biais des différentes modalités de la communication que nous venons d'évoquer, est notamment à l'origine d'une boucle vertueuse. Parce qu'alors, le patient va percevoir cette empathie, il va lui se sentir davantage écouté, davantage compris,
et alors plus enclin à détailler ses symptômes, et ce qui va être aussi bénéfique pour le professionnel de santé parce que lui va alors avoir une meilleure perception du problème et pouvoir établir un diagnostic plus précis, ce qui pourra conduire à avoir des effets bénéfiques notamment qui sont bien documentés pour les patients, notamment pour leur bien-être, leur satisfaction, ainsi que pour les résultats de santé de manière plus générale, notamment dans des études sur le diabète. Des indicateurs ont été en faveur d'effets bénéfiques sur les résultats de santé. Et il y aura également des effets bénéfiques pour le professionnel de santé lui-même, qui pourra gagner en efficacité, ce qui pourra également limiter le risque de burn-out et engendrer une meilleure collaboration. Donc tout ça nous montre l'importance donc d'avoir une communication empathique dans les relations de soins. Et malgré l'importance de cette empathie, si cette empathie augmente lors des premières années de formation chez les étudiants en santé, elle déclinerait à partir de la 3e année, ce qui est notamment nommé selon certaines études l'enfer étant 3e année. Là où pourtant, en 3e année, cette capacité devient essentielle parce que c'est à ce moment que les étudiants sont amenés à rencontrer des patients, notamment lors de leur stage. Alors, pour expliquer ce phénomène, de multiples facteurs sont avancés dans la littérature et pourraient concourir à expliquer ce déclin, comme la charge de travail, la pression temporelle ou encore le manque de formation dédiée, mais aucun n'est identifié comme seul à l'origine de ce déclin. Ça serait possiblement un concours de l'ensemble de ces différents facteurs. Alors, si les programmes de formation en santé ont commencé à inclure les compétences de communication empathique par le biais de différentes approches depuis maintenant quelques années, peu d'entre elles mobilisent encore l'ensemble des multiples dimensions de la communication empathique que nous avons vues juste avant, à savoir la dimension verbale, non verbale, paraverbale, en lien avec cette empathie. Et pour cela, l'improvisation pourrait présenter un intérêt. Donc, c'est ce sur quoi je vais accentuer le reste de ma présentation. Et alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'improvisation théâtrale? Qu'est-ce que l'improvisation appliquée? Et qu'est-ce que l'improvisation médicale? Alors, l'improvisation théâtrale, c'est une pratique inhérente au théâtre, dont la particularité tient au fait qu'il n'y a pas de script préalable, pas de répétition, pas d'accessoires, ni même de décor, à la différence donc du théâtre classique. Donc, les participants doivent construire ensemble des histoires en un temps limité, de manière collaborative. Chaque participant est à égalité, puisque là, il n'y a pas de rôle principal. Chaque participant peut entrer en scène et avoir le rôle qu'il souhaite, puisque rien n'est préécrit. Ce qui sollicite donc de multiples compétences, et notamment sur le plan cognitif, la pratique de l'improvisation théâtrale sollicite non seulement la cognition, c'est-à-dire les pensées, les émotions, mais également le corps, et cela en interaction avec l'environnement physique et social, ce qui en fait une approche intégrative du fonctionnement humain, dont les caractéristiques correspondent aux théories de la cognition incarnée et située. Et les études sur les effets de l'improvisation théâtrale, bien qu'encore rares, ont pu mettre en évidence des effets bénéfiques. Alors, des effets bénéfiques sur différentes dimensions, tout d'abord sur la mémoire, également sur la créativité ou encore le langage. Donc, ces études toujours rares et encore à l'état d'ébauche à l'heure actuelle, sont également perçus par d'autres disciplines qui ont perçu l'intérêt d'appliquer les outils, les stratégies de l'improvisation théâtrale à d'autres contextes, tels que l'enseignement, le management ou encore la santé. Et là, dans ce cadre-là, on parle d'improvisation appliquée. Et plusieurs études ont d'ailleurs montré des effets bénéfiques du fait d'utiliser les outils de l'improvisation théâtrale appliqués à ces disciplines, notamment sur la tolérance à l'incertitude, le stress social ou encore la confiance interpersonnelle. Alors, on va s'intéresser plus spécifiquement à son application en santé. Et dans ce cadre-là, on peut distinguer deux applications spécifiques, à savoir l'improvisation thérapeutique, qui peut être appliquée à des patients et dont l'usage se rapproche de ce qui pourrait être fait en thérapie. Et il y a également ce que l'on appelle l'improvisation médicale, qui là est appliquée et adaptée à la formation des professionnels et ou futurs professionnels de santé, quelle que soit leur discipline, quelle que soit leur spécialité. Dans la littérature, elle est d'ores et déjà appliquée notamment à des disciplines en médecine, en urgence, en pédiatrie, en psychiatrie, en soins infirmiers, en orthophonie ou encore en pharmacie, et à tous les niveaux d'études, que ce soit de la première année à la dernière, ainsi qu'auprès des professionnels de santé.
Donc, c'est à cette dernière que nous allons nous intéresser dans le cadre de cette présentation. Donc, concrètement, l'improvisation médicale, comment ça se passe? Eh bien, l'improvisation médicale utilise, comme je vous l'indiquais juste avant, des exercices d'improvisation théâtrale et elle va les adapter à des thématiques de santé. Donc, par exemple, parmi les exercices pratiqués lors d'une séance, les participants doivent, par exemple, débattre d'un sujet pour ou contre, par exemple, la chirurgie esthétique. Donc, en ayant tout d'abord un avis en faveur, puis ils débattent en étant en faveur de ce sujet pour la chirurgie esthétique. Et à un moment donné, le formateur donne une indication qui leur demande cette fois-ci d'être contre le sujet qui était proposé, à savoir contre la chirurgie esthétique. Donc cette fois-ci, les participants doivent se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre s'ils étaient pour au niveau personnel sur leur ressenti à eux. Ils doivent cette fois-ci trouver des arguments pour être contre. Ce qui fait travailler notamment cette capacité d'empathie, de prendre la perspective de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément la sienne, puisque là, comme on leur demande de donner des arguments en faveur ou contre, cela sollicite notamment la capacité de se projeter dans la perspective de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément la sienne, qui peut être notamment celle d'un collègue, celle d'un patient. Et lorsqu'ils sont en état de recevoir l'argument qui est proposé par la personne en face d'eux, ils sont amenés donc à entendre et à comprendre aussi les arguments d'autrui, ce qui fait également travailler cette empathie, notamment l'empathie cognitive qui a été présentée juste avant. Donc ça, c'est un exemple d'exercice qui peut être pratiqué pendant ce temps d'improvisation médicale. Un autre exemple, les participants peuvent également être amenés, par exemple, à prononcer une phrase. Donc, ils doivent déambuler dans l'espace et on leur demande de prononcer une phrase, par exemple, de donner une posologie à un patient. Et on leur demande de marcher lentement en prononçant cette phrase, puis de prononcer à nouveau cette phrase en marchant cette fois-ci rapidement. Et ensuite, lorsque cet exercice est terminé, l'idée, c'est de les questionner sur ce qu'ils ont ressenti pendant cet exercice, pendant ce temps de débriefing qui est proposé après chaque exercice. Et en lien avec l'exercice que je vous évoquais, sur le fait de prononcer une phrase en marchant lentement et rapidement, l'idée, c'est de mettre en évidence le fait que la posture a une influence sur la manière de communiquer. C'est-à-dire que la plupart du temps, il est impossible de prononcer cette phrase lentement lorsque l'on marche rapidement, c'est-à-dire que la démarche va influencer la manière de prononcer la posologie et vice-versa. C'est-à-dire que si je marche lentement, j'aurai tendance à prononcer lentement et vice-versa. Donc l'idée, c'est de prendre connaissance de l'influence mutuelle qu'a la posture sur les éléments verbaux et qu'ont les éléments verbaux également sur la posture. Donc ça, c'est un exemple d'exercice qui peut être pratiqué en improvisation médicale. Et ce temps de débriefing que je vous évoque là est un temps important en improvisation médicale, puisqu'il va permettre d'amener les participants à échanger de manière interactive sur leurs ressentis, d'échanger leurs idées sur les effets de tel ou tel comportement pendant les exercices, et aussi de prendre conscience donc, de cette énergie du corps qui va donner un élan au propos et à ce que l'on va dégager envers ses interlocuteurs. Et donc, l'idée, c'est de faire reconnaître notamment l'intérêt des éléments qui ont été travaillés pendant les exercices d'improvisation pour les contextes cliniques ensuite. Et bien sûr, après chaque exercice, l'idée, c'est de donner la possibilité de réessayer l'exercice pour s'améliorer au fur et à mesure et retenter l'expérience de l'exercice qui a été proposé. Alors, l'une des applications les plus fréquentes à l'heure actuelle de l'improvisation médicale est proposée pour développer l'empathie et la communication dans la littérature. Et si ces applications manquent encore d'investigation à l'heure actuelle, puisque l'improvisation médicale est une discipline très jeune, puisqu'elle date de 2016, eh bien, si cette implication manque encore d'investigation, elles vont néanmoins montrer des bénéfices perçus par les participants, notamment sur les capacités d'écoute, sur le fait de pouvoir être à même de donner des explications médicales ou encore d'annoncer de mauvaises nouvelles. Parce qu'en effet, les compétences fondamentales de l'improvisation correspondent à celles qu'Epstein et collaborateurs préconisent pour une communication centrée sur le patient, comme le fait d'exprimer des émotions de manière adéquate, d'écouter et d'observer de manière active. Et puis, elle permet également une progression selon les étapes du modèle de l'apprentissage expérientiel de Kolb, qui est notamment le modèle préconisé pour la formation des professionnels de santé, notamment sur le plan de la communication, qui inclut un temps d'observation, de réflexion après chaque exercice, un feedback et un débriefing qui est facilité par un expert après chaque exercice, et puis la possibilité aussi de refaire les exercices.
Et l'improvisation médicale présente aussi un intérêt pour développer cette communication et l'empathie parce qu'elle correspond au modèle idéal à 3 composantes avec une composante comportementale, une composante modèle, le fait d'observer les autres en scène, et puis une composante cognitive avec ce débriefing et cette réflexion collective. Donc la pratique de l'improvisation médicale comporte des similarités avec la simulation également, qui est donc une méthode de formation aujourd'hui bien développée pour la formation des professionnels de santé, parce que toutes deux comportent un cadre sécurisé, bienveillant, ainsi qu'une culture positive de l'erreur, puisqu'en improvisation, il y a notamment des valeurs qui sont prônées, telles que la bienveillance, l'acceptation et la culture positive de l'erreur, qui, en improvisation, est proposée comme une opportunité de création. Et puis, l'improvisation médicale partage avec la simulation un environnement d'apprentissage dynamique, interactif et émotionnel. Donc, si les liens ont été perçus entre improvisation médicale et simulation, c'est encore assez récent. Il y a encore assez peu d'études qui ont fait ce lien, mais dans ce peu d'études qui ont fait le lien, ils soutiennent donc l'idée de leur possible complémentarité. Donc à l'heure actuelle, il n'existe encore aucune recherche qui n'a étudié les bénéfices de chacune de ces méthodes ainsi que leur association. Alors pour cela, l'idée serait que l'improvisation médicale pourrait permettre dans un premier temps de mobiliser des capacités cognitives, comportementales qui sont d'ores et déjà appliquées et contextualisées face à des thématiques cliniques, avant de continuer de les appliquer face à des environnements médicaux réalistes par le biais de la simulation, pour être ensuite prêt à les mobiliser face à des contextes cliniques réels, permettant ainsi une transition complémentaire en termes de formation. Alors, concernant la démarche méthodologique que nous avons eue dans le cadre de cette recherche, je vais vous présenter maintenant le déroulé global de notre méthode. Donc, nous avons, dans cette recherche, initialement sollicité 217 étudiants en santé, dont 80 ont pu compléter l'étude jusqu'au bout. Et parmi ces 80 participants, 26 faisaient partie du groupe contrôle et 54 d'un groupe dit un groupe improvisation. Donc, les participants du groupe improvisation ont participé à une unité d'enseignement libre qui était intégrée à leur emploi du temps et qui était composée de 6 sessions de 3 heures d'improvisation médicale sur plusieurs semaines pour un total de 18 heures. Et le groupe contrôle, lui, avait suivi d'autres enseignements qui n'avaient pas de lien avec la communication. Donc, c'était d'autres enseignements libres qui étaient proposés sur la liste des unités proposées dans le cursus. Et tous les participants ont complété l'étude 2 fois. Donc, pour le groupe improvisation, juste avant et juste après la formation à l'improvisation médicale, donc je vais vous présenter les outils que nous avons utilisés pour mesurer les effets de l'improvisation médicale. Et pour le groupe contrôle, avec un délai similaire de 6 semaines entre les 2 temps. Dans un second temps, les participants qui ont suivi les sessions d'improvisation ont été invités à participer à une session de simulation qui, elle, était facultative, donc en dehors de leur emploi du temps. Et sur les 54 participants du groupe improvisation, 17 ont souhaité y participer et 76 avaient suivi d'autres enseignements. Donc, pour préparer cette session de simulation, en parallèle, nous avons sollicité des étudiants en théâtre qui, eux aussi, ont pu être formés à l'improvisation, mais cette fois, c'était de l'improvisation appliquée, pour se préparer au rôle de participants simulés, notamment pour s'entraîner à jouer des symptômes qui soient réalistes, à aussi créer une histoire aux patients qui puisse être réaliste le jour où elle pourrait être jouée en simulation. Et donc, ces simulations ont également été préparées sur la base de scénarios que nous avons élaborés spécifiquement en collaboration avec l'association en santé mentale des étudiants en santé d'Amiens, qui permettait de se concentrer sur la relation soignant-soigné. Donc vraiment, l'idée, c'était de se concentrer sur la communication et l'empathie dans ces simulations, et nous n'abordions pas en fait les éléments techniques. Nous n'avons pas demandé aux participants de faire de gestes, de procédures, par exemple une ponction lombaire, ce n'était pas l'objet des simulations. Vraiment, l'idée, c'était de se concentrer sur le relationnel. Donc, parmi ces scénarios, il y avait par exemple une patiente atteinte de tuberculose pulmonaire qui était agacée d'être encore en isolement, ou encore une patiente qui venait pour une interruption médicale de grossesse, par exemple. Donc, dans ces scénarios, nous avons proposé une partie qui était tout d'abord à destination des étudiants en santé, qui présentait le contexte global, et une autre partie qui était cette fois à destination des étudiants en théâtre, avec là plus de détails pour vraiment constituer une base à partir de laquelle ils pouvaient ensuite improviser lors des simulations.
Alors, concernant le déroulé des simulations, celle-ci débutait par un briefing général qui permettait d'indiquer les objectifs, les règles de la séance. Et puis, un étudiant en santé rejoignait un des étudiants en théâtre pour des simulations d'environ 10 minutes qui avaient lieu donc à Simu Santé, qui est un centre de pédagogie active multidisciplinaire avec donc des salles spécifiques dédiées, comme vous pouvez le voir sur les photographies. Donc là, les étudiants étaient en simulation donc dans la photo de gauche. Ils étaient donc dans une chambre patient comme celle-ci pendant 10 minutes. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir que les étudiants voyaient en direct ce qui se passait dans cette simulation, ce qui leur permettait d'avoir un point de vue observateur pour celles et ceux qui n'étaient pas en simulation. Et donc, après chaque simulation, un débriefing collaboratif était facilité par des professionnels en santé, en art et en psychologie pour amener donc à discuter des éléments qui avaient été joués pendant la simulation. Donc pour ça, nous avons également évalué l'impact des simulations avant et après ces sessions. Donc au sein de ce protocole global, quels sont les outils que nous avons utilisés? Alors les voici. Donc nous allons ici nous centrer sur une partie du protocole de la thèse sur laquelle j'ai travaillé, puis qui intégrait également l'évaluation de cet impact de l'improvisation sur la prise de décision. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais ici me centrer sur les outils qui ont permis d'évaluer la communication et l'empathie dans ce protocole. Donc pour cela, avant et après l'improvisation, les participants ont pu compléter 3 échelles d'auto-évaluation de la communication et de l'empathie, donc qui ciblaient tout d'abord l'importance attribuée à la communication avec l'échelle CSAS, également l'estimation de leur propre capacité à communiquer avec l'échelle TSA-CSPR, dont je vous ai mis les références juste en dessous et dont on pourra discuter si vous le souhaitez, et puis l'échelle d'empathie avec la Basic Empathy Scale in Adult, la BES-A. Donc, ces échelles ont également été administrées avant et après les sessions de simulation. Et en plus de ces échelles qui ont été proposées avant et après les sessions de simulation, les participants simulés ont également été amenés à évaluer les participants en santé dans ces simulations via l'échelle CARE. Et nous avons également utilisé une grille d'observation originale que nous avons spécifiquement élaborée a posteriori des simulations, que nous avons nommée la CEDO Scale. Donc, cette grille CEDO Scale a été constituée, adaptée à partir de 3 grilles préexistantes, notamment parce que la plupart des outils qui préexistent n'intègrent au maximum qu'un item, voire aucun, pour évaluer les éléments de communication para- et non verbale. Donc, cette grille ici a permis d'analyser les simulations qui étaient enregistrées au format vidéo sur ce modèle. Donc, pour chaque vidéo, nous avons utilisé une procédure standard en aveugle avec 2 personnes analysant chaque vidéo, menant à un accord interjuge en cas de désaccord. Alors maintenant, concernant les résultats. Puisque les données sont toujours actuellement en train d'être collectées, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, les résultats correspondent encore à des résultats préliminaires qui sont en cours de collecte toujours à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, pour les effets de la formation à l'improvisation pour l'échelle de communication CSAS, il n'existe pas d'effet d'interaction pour les attitudes envers la communication, ni pour les études négatives, ni pour les attitudes positives. Et les résultats révèlent un effet d'interaction uniquement pour la manière dont les participants estiment leur capacité à communiquer pour instaurer une relation. Alors, concernant l'échelle d'empathie cette fois, toujours pour les effets de l'improvisation, les résultats indiquent un effet d'interaction pour le score total de l'échelle et plus spécifiquement pour la dimension de la contagion émotionnelle de l'empathie à 3 dimensions. Alors maintenant, pour ce qui est des effets de la simulation sur l'ensemble des participants, celle-ci n'a pas induit d'effet sur les attitudes des participants en santé envers la communication, mais il existe un effet des sessions de simulation sur la manière dont les participants ont estimé leur capacité à communiquer pour le score total de l'échelle et pour la sous-échelle communiquer des informations médicales, mais pas pour établir une relation. Alors, les sessions de simulation n'ont pas induit d'effet significatif pour l'échelle d'empathie, tant pour le score total que l'ensemble des sous-scores. Concernant cette fois les effets de l'improvisation et de la simulation par rapport à la simulation seule, les résultats n'ont pas mis en évidence d'effets d'interaction à l'heure actuelle sur les échelles de communication et d'empathie, et l'évaluation faite par les participants simulés n'a également pas montré de différence. Pour ce qui est de la grille d'observation, l'évaluation faite par les participants simulés qui a été intégrée, comme je vous le disais très récemment, l'échelle CARE a été ajoutée en 2021, ce qui fait que les collectes de données sont moindres pour l'heure
actuelle, elle n'a pas mis en évidence pour le moment de différence. Alors, concernant la grille d'observation, la CEDO-Scale, le score total de l'échelle indique un score significativement supérieur pour le groupe improvisation et simulation par rapport au groupe simulation seul. Et pour ce qui est de l'évolution du groupe qui a fait improvisation et simulation, seule l'échelle d'empathie a indiqué l'existence d'un effet principal du temps. Ainsi, donc, l'improvisation médicale pourrait présenter des effets bénéfiques sur la manière dont les étudiants en santé perçoivent leur propre capacité à communiquer et plus spécifiquement pour établir une relation. Et les résultats suggèrent également qu'elle pourrait présenter des effets bénéfiques sur l'empathie ressentie comme pour l'empathie exprimée, ce qui est particulièrement intéressant au regard du déclin constaté dans la littérature. Et les participants à l'improvisation médicale ont également indiqué avoir apprécié les sessions, avoir perçu aussi un intérêt pour la formation en santé et pensent réutiliser des outils de l'improvisation avec des patients et aussi avec des aidants. Pour ce qui est des mises en situation simulée, elles ont été perçues bénéfiques par les participants pour développer spécifiquement leur capacité à communiquer des informations médicales, à la différence de l'improvisation médicale qui montrait préalablement des effets bénéfiques spécifiquement pour établir une relation. Et les résultats n'ont également pas révélé d'effets bénéfiques des simulations pour l'empathie ressentie, quelle que soit la dimension, à la différence de l'improvisation médicale. Au niveau des retours des participants aux simulations, ils nous ont exprimé avoir pensé bénéficier de ces simulations en passant en simulation comme en observant, et les ont trouvées réalistes au niveau émotionnel comme clinique. Ce qui fait que si les spécificités de l'improvisation médicale et de la simulation restent à étayer avec la poursuite du recueil de données, les résultats préliminaires appuient l'hypothèse de leur complémentarité et conduisent à formuler de possibles préconisations pédagogiques. Donc pour de la formation initiale comme continue en santé, si la simulation est déjà très utilisée, l'improvisation, elle, est encore peu développée. Et pour de la formation initiale, il pourrait être intéressant d'utiliser ces deux méthodes de formation selon une chronologie progressive qui utiliserait l'improvisation médicale en premier lieu et qui serait ensuite complétée par des sessions de simulation médicale. Et aussi dans le cadre de la formation continue, ces deux méthodes pourraient alors être utilisées indépendamment en fonction des objectifs poursuivis et au regard de nos premiers résultats pour développer l'empathie, la communication, instaurer une relation. L'improvisation médicale pourrait être à privilégier. Et pour développer la communication d'informations médicales, la simulation, là, pourrait être à privilégier. Donc, ces éléments questionnent aussi les caractéristiques des participants simulés, notamment au regard de leur développement croissant en formation, et plus récemment dans le cadre de l'évaluation. Et parmi la pluralité des profils pouvant incarner le rôle de participants simulés, le choix du profil devrait ainsi être guidé par les objectifs pédagogiques, et ce qui implique une nécessaire formation, notamment au regard du manque de réalisme qui est souvent souligné dans la littérature. Et en ce sens, les comédiens improvisateurs présenteraient un intérêt pour exprimer des émotions réalistes, variées et intégrer une certaine variabilité autour des scripts, avec des situations qui sont toujours nouvelles, qui présentent donc un intérêt sur l'aspect formatif et pédagogique. Pour conclure, cette recherche apporte donc un cadre pédagogique de recherche riche et suggère l'intérêt pédagogique de l'improvisation médicale complétée par la simulation pour la formation des étudiants en santé. Et l'approche développée a ainsi amené des disciplines en santé, en art et en psychologie à collaborer, travailler et se former ensemble, en soulignant l'intérêt et la valeur pédagogique d'une approche transdisciplinaire. Donc au final, cette thèse a permis de poser une nouvelle pierre au développement d'une approche originale de la formation des futurs professionnels de santé et ouvre la porte à de nombreuses perspectives. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également Christine Amirati, Carole Amsalem, Marion Boudier, mes deux directeurs de thèse, Maxime Gignon et Mathieu Incelin, Magali Kiliko. Je remercie également l'ensemble des membres de la CIFEM, ainsi que les membres du groupe communication de la CIFEM pour l'opportunité d'échanger avec vous à ce propos aujourd'hui. Je vous remercie.